Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo du Yoga Talk. Alors je suis super contente de faire cette rubrique Yoga Talk sur ma chaîne YouTube. J'en avais envie depuis super longtemps parce que pour l'instant j'ai que des flows pour répondre à certaines attentes de mes élèves en studio, que ce soit à Reims ou à Paris, où vous m'avez demandé pendant le confinement en fait, de faire des vidéos pour pouvoir continuer alors que les studios étaient fermés. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec toutes les questions qui revenaient souvent, que ce soit dans les commentaires ou dans les messages directs que vous m'envoyez, il y a des vidéos en fait qui ne valent pas la peine d'être en tenue de sport ou sur un tapis. Vous voyez là je suis en jean dans mon salon. Du coup vient cette petite idée du Yoga Talk où on va répondre ensemble à des questions. Alors dans cette première vidéo, on va parler du niveau des cours en yoga et du niveau qu'on peut avoir. En fait, vous avez déjà sûrement vu, que ce soit dans des studios ou sur des vidéos en ligne, en général, on a le yoga débutant, le yoga intermédiaire et le yoga avancé. Et en fait, en fonction des studios et en fonction des profs, c'est vrai que c'est des limites ce sont des termes qui sont un peu flous. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ça ensemble. Alors on va commencer avec le niveau débutant. C'est un niveau par lequel on est tous passés, vous avez tous votre propre histoire, à savoir comment vous avez commencé le yoga, si c'est une amie qui vous a traîné au studio, si c'est quelque chose que vous avez découvert sur internet, peut-être un médecin ou un kiné qui vous l'a conseillé. Chacun a sa propre histoire. Moi personnellement, c'est une amie en Californie qui m'y a traîné il y a maintenant 7 ans. Ouais c'est ça, 7 ans. Et j'avais en fait cette idée du yoga qui était très respiration, méditation, c'était un peu pour les gens «perchés» entre guillemets, et j'avais absolument pas envie d'y aller, mais elle me vantait ça comme quoi c'était le meilleur truc du monde, et elle m'a emmenée dans un cours de Vinyasa, donc qui est quand même un des yogas les plus actifs, même s'il n'est pas très traditionnel, et je me suis rendu compte que c'était super sportif et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai continué à y aller avec elle, petit à petit, on a créé une routine où on avait donc notre cours de yoga le matin avec un bon déj qui suivait juste après, et c'était super cool, et en fait je suis devenue complètement accro comme ça. Quoi qu'il en soit, ce stade de débutant, au final, ça va être la découverte en fait. C'est pas forcément un niveau physique qu'on a ou une certaine connaissance du yoga qu'on a. Pour moi, c'est vraiment cette idée de venir faire le premier step, le premier pas dans le monde du yoga. Que ce soit faire une certaine vidéo sur YouTube, que ce soit aller dans un studio. À partir du moment où en fait on est novice en yoga, qu'on démarre, qu'on a cette envie d'essayer et qu'on a cette force de venir sur le tapis et de se lancer, ça c'est un niveau débutant. Ensuite, à l'inverse du niveau débutant, vous allez avoir le niveau avancé. Et donc pour moi, le niveau avancé, en fait, ce sont les gourous, en fait, ceux qui nous enseignent, ceux qui ont le savoir du yoga, qui ont la philosophie, le style de vie, qui ont absolument toutes les branches du yoga dans leur personnalité et dans leur vie quotidienne. Chose qui n'est pas forcément facile quand on vit en France ou en Occident, parce qu'on a des cultures différentes qui ne sont pas forcément faciles à adapter au style de vie du yoga. Et du coup, entre ces deux extrêmes, débutant et avancé, on va avoir le niveau intermédiaire. Moi, je me considère comme niveau intermédiaire, mais en fait, à partir du moment où on a tous fait quelques cours de yoga, où on a tous les connaissances des postures de base, de la respiration Ujjayi, et une certaine routine avec un ou plusieurs professeurs, à partir de là, vous êtes du niveau intermédiaire. Alors vous allez me dire que certes, on est tous à un niveau intermédiaire, mais quand on va dans un studio de yoga, dans un cours de yoga, on se rend bien compte qu'on n'a pas tous le même niveau. Forcément, les professeurs vont avoir un niveau différent du vôtre parce qu'ils sont là pour vous enseigner. Vous allez avoir un niveau peut-être supérieur ou inférieur à la personne qui est sur le tapis à côté de vous. Donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'on se place et surtout comment on se place. Avant toute chose, sachez que pour moi, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Il est impossible de mettre tout le monde dans le même panier parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous un corps différent et on pratique le yoga avec ce corps-là. Alors en fonction de si vous avez fait de la danse classique ou de la gymnastique quand vous étiez jeune, ou si à l'inverse vous avez fait du rugby ou de la musculation, du lever de poids toute votre vie, c'est sûr que votre corps ne va pas être de la même façon et vous allez avoir des avantages d'un côté par rapport à l'autre. Quelqu'un qui fait de la gymnastique va être très souple. Quelqu'un qui fait du lever de poids ou du rugby va avoir de la masse musculaire et va donc être très fort sur certaines poses. Alors j'ai des amis qui sont professeurs de yoga qui, eux, ont fait l'école du cirque et c'est assez intéressant parce que forcément, ils partent avec un avantage largement supérieur à la moyenne
pour tout ce qui est côté physique, parce qu'ils ont déjà la souplesse, ils ont déjà la force, la concentration, ce sont des athlètes, mais d'un autre côté, ils n'ont pas forcément le style de vie du yoga, et ce sont des personnes qui ne pratiquent pas la méditation, qui sont un peu des électrons libres, qui ont besoin de bouger tout le temps et qui ne sont pas forcément très à l'aise en méditation, sont aussi pour d'autres des personnes qui se challenge énormément à appliquer la vie végétarienne du yogi. Voilà, donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que peu importe le nombre d'années où on a pratiqué le yoga, peu importe les expériences qu'on a eues, en fait, on a tous nos forces et nos faiblesses quand on pratique le yoga. Et le plus important, c'est de savoir lesquelles elles sont pour pouvoir vous améliorer. Alors pour moi, il y a 4 points importants pour pouvoir se juger en yoga. La première chose sur laquelle on peut se juger au niveau du yoga, c'est notre résistance musculaire. En partant du principe que vous ayez un corps en bonne santé, sans blessure ou sans antécédent médical, la résistance musculaire va jouer un rôle super important parce que ça nous permet de tenir les poses plus ou moins longtemps. C'est du gainage en fait. Le fait de tenir, que ce soit un guerrier 3, que ce soit un chien tête en bas ou même une posture de l'arbre, c'est sûr que le fait d'avoir de la résistance musculaire et du gainage va vous permettre de tenir les poses beaucoup plus longtemps et plus on ressent les bénéfices. Je me rappelle d'ailleurs en Inde pendant mon training des 200 heures pour devenir professeur de yoga, on était 8 personnes à avoir déjà pratiqué le yoga depuis quelques années. Évidemment, on n'avait pas le même niveau ou en tout cas pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et on faisait beaucoup de postures qui étaient assez simples comme le chien tête en bas, les guerriers, enfin toutes ces postures qui nous paraissaient déjà évidentes. Et en tant qu'élève pour devenir prof, on avait vraiment envie de faire des postures plus avancées. Du coup, on a demandé à notre professeur de hatha de nous faire des poses plus avancées. Et il a eu un petit rire jaune. Et on s'est retrouvés à faire un guerrier 1 qui nous paraissait très banal. On s'est toutes placées sur nos tapis guerrier 1 en se disant super, de là il va il va nous donner une version beaucoup plus poussée de la pose qui va suivre, un peu le même principe que les Pokémon évoluent où on en a acquis un et en fait on va pouvoir passer au prochain. Et on attendait tout ça avec impatience et puis il se passe 1 minute, 2 minutes. 3 minutes, on commençait vraiment à avoir chaud parce que c'était un gainage de dingue. Qu'est-ce qu'une des filles craque et le regarde en disant mais par contre on va rester là combien de temps? Et il la regardait en disant bah déjà t'as pas un niveau avancé parce que t'es pas capable de tenir mentalement dans cette posture. Donc premier coup. Du coup évidemment les 7 autres on n'avait absolument pas envie de lâcher. Ça a été un exercice absolument horrible où en étant en gainage pendant aussi longtemps, avec un genou plié etc. Enfin bref. Donc voilà, en fait tout ça pour dire qu'une posture avancée c'est pas forcément les postures qu'on voit sur Instagram et ça ne veut rien dire par rapport à notre niveau. En fait la résistance musculaire c'est un bénéfice du yoga auquel on ne pense pas forcément. En deuxième, toujours pour rester dans le côté musculaire, il va y avoir la force musculaire, évidemment. En fait, cette force des muscles, à l'inverse de la résistance, ne va pas vous permettre de tenir dans la durée, mais va vous permettre d'avancer dans certaines postures. Par exemple, on voit donc la posture Shirasana, cette posture où on est en équilibre sur la tête, et certains d'entre nous vont avoir besoin de prendre de l'élan avec les jambes pour pouvoir monter et se stabiliser avec les abdos. D'autres personnes, à la force de leurs abdos, vont pouvoir monter les 2 jambes en même temps de façon très progressive. Et ça, c'est un contrôle de son corps qui est forcément à prendre en considération quand on parle de notre niveau en yoga. Le troisième point, ça va être la souplesse. La souplesse, pour moi, c'est le cliché de toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me parlent de yoga. Pour la petite histoire à part, à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes et que je dis que je suis prof de yoga, il y a forcément une personne dans le groupe à qui je suis en train de parler qui me dit « Ah mais moi je peux pas faire de yoga, je suis pas assez souple ». Oui, certes, c'est un handicap quand on est vraiment pas souple et il y a certaines postures qui peuvent faire mal, ça demande beaucoup plus de travail, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire de yoga. En fait, c'est comme se dire « Non, je peux pas prendre de douche parce que je suis trop sale ». Ça n'a pas de sens. Le yoga vient nous assouplir, vient retirer les tensions dans le corps, retirer les tensions nerveuses, des nerfs, des muscles, et petit à petit, on s'assouplit et c'est comme ça qu'on se replace. C'est comme une séance de kiné qu'on s'applique sur soi-même en fait. Donc tout le monde peut faire du yoga. Évidemment, ceux qui ont moins de souplesse vont avoir plus de difficultés pour certaines choses, mais ça leur donne un but beaucoup plus évident que les autres sur lequel progresser, et je trouve ça super, parce qu'au moins ils savent ce qu'ils recherchent dans une séance de yoga, et c'est quelque chose évidemment de top. Et le dernier point qui est essentiel pour votre pratique en yoga, ça va être la concentration. En fait, la concentration, ça tient toute votre séance de yoga. Sans cette concentration, par rapport à la méditation, à la respiration, à la conscience de son corps, en fait, au final, un enchaînement de pauses, ça ne devient pas un flow de yoga, ça va devenir de la danse. Et les postures n'auront pas les mêmes bénéfices que si vous portez vraiment attention à ce que vous êtes en train de faire. Alors je ne sais pas si vous, derrière vos écrans, vous avez déjà fait du fitness ou du sport en salle. Personnellement, j'en fais beaucoup, c'est une de mes passions à côté du yoga.
Et quand on travaille un certain groupe musculaire, ça aide énormément de mettre toute son attention sur ce groupe musculaire. Par exemple, en faisant un squat, je vais me forcer à penser à mes fessiers qui se contractent au moment où je remonte, parce que si je le fais pas, en fait, je vais travailler en même temps mes quads. En fait, la concentration sur ce que vous êtes en train de faire en yoga, c'est la même chose. Il faut porter attention sur les bénéfices d'une posture pour pouvoir appliquer des changements sur son corps et évoluer dans la pose. Évidemment, la concentration, ce n'est pas juste le fait de penser à son corps et de penser à soi et à ses ressentis, c'est également la respiration. Tous les pranayamas, donc qui sont des exercices respiratoires en yoga, qui viennent vous forcer à penser à votre respiration, à bouger votre corps selon vos certaines respirations, et surtout réoxygéner votre corps et votre cerveau. Alors cette concentration, elle se ressent aussi dans la méditation. Qu'elle soit placée avant ou après les shavasana, c'est le fait de se recentrer sur soi et d'oublier son corps en fait, d'oublier tout ce qui s'est passé dans la journée avant, d'oublier tout ce qui va se passer après, et d'être absolument concentré sur le moment présent, et d'être tellement concentré sur cette idée de ce qui se passe en ce moment qu'on prend un contrôle complet sur son esprit et sur son conscient. Mais indépendamment des capacités physiques du corps pendant une séance de yoga, il y a aussi encore 2 points qui sont assez importants selon moi pour savoir où vous vous placez. Le deuxième point, il va s'agir du style de yoga que vous pratiquez. Vous savez que le yoga, c'est comme la danse. Il y a plein de styles de danse différents. Le yoga, il y a plein de styles de yoga différents. Vous allez avoir des vinyasas dérivés du Ashtanga Vinyasa qui sont les yogas les plus actifs, les plus sportifs. Vous allez avoir le yin qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus dans l'étirement, le placement de son corps. Vous allez avoir le hatha qui est assez général au final. Donc ça dépend vraiment du thème de votre séance que vous êtes en train de travailler. Mais vous allez avoir aussi des yogas qui sont des techniques développées par certains gourous comme Bikram, Iyengar et encore bien d'autres. Ce sont des techniques de yoga qu'ils ont créées selon une méthode qui pour eux est la méthode qui fonctionne et qui veulent passer d'élève en élève. Et enfin, vous avez des yogas plus spirituels, entre guillemets, avec par exemple le Kundalini qui allie des mantras, donc des chants, avec des kriyas, avec des exercices respiratoires et des postures qui nous semblent moins être des clichés de yoga, comme avoir juste les mains en l'air pendant toute une méditation, pendant 10 minutes. En fait, tous ces styles de yoga vous donnent un énorme panel de choix pour pouvoir vous spécialiser, si vous le souhaitez ou non, dans un certain type de yoga, et ce qui fait aussi la richesse de la culture du yoga. C'est pour ça qu'il est très difficile de définir un barème de niveau exactement en yoga, parce que quelqu'un qui va être très fort en Kundalini avec des kriyas, des exercices respiratoires, du gainage, de la concentration, ne va pas forcément suivre le rythme sur une séance de Ashtanga Vinyasa qui est quand même très strict, parce que ce sont 3 chorégraphies de 90 minutes qui restent identiques à chaque fois, à chaque séance. Et c'est pour ça qu'en fonction de nos personnalités, de nos aptitudes et aussi de nos envies, on va être meilleur ou non dans certains styles de yoga. Et enfin, mon troisième et dernier point, il va s'agir du lifestyle, la façon dont on vit le yoga au quotidien. Alors le lifestyle du yoga, c'est quoi? On pourrait peut-être faire une vidéo à part un jour sur le Yoga Talk pour en parler, parce que sinon ça va nous dériver un peu du sujet. Mais l'idée, c'est qu'il y a 3 branches principales du yoga pour avoir le style de vie qui correspond avec. Il y a évidemment le régime alimentaire que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'être végétarien principalement, voire vegan. Il va aussi y avoir le fait de ne jamais utiliser de choses qui peuvent nous rendre addicts, comme la cigarette, le café, le thé même, ou l'alcool évidemment. Il va y avoir les techniques de détox, qui sont en fait par exemple tous les nettoyages du nez, que ce soit avec la corde ou avec de l'eau salée. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'apporter le yoga à son quotidien sans passer par la case asana et pratique avec le corps. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps par un professeur de philosophie du yoga qui me disait que pour être yogi, donc il fallait en fait suivre toutes ces branches du lifestyle yogi. Et je lui ai dit que je mangeais de la viande. Et il m'a dit non mais c'est pas très grave, aujourd'hui c'est compliqué dans notre société de pas manger de viande. À partir du moment où tu as l'envie un jour d'arrêter la viande, tu pourrais quand même te considérer comme yogi. Et j'ai réfléchi à ça et en fait, je n'ai absolument pas envie d'arrêter la viande. C'est quelque chose que j'adore et je suis complètement addict. Mon corps n'est pas addict, mais mon mental est complètement addict. Et rien que ce fait-là, je comprends pourquoi je ne peux pas me considérer comme une yogi. J'enseigne le yoga, je suis professeure de yoga. C'est une formation que j'ai eue et que je sais transmettre. Après, je vous avoue que j'ai déjà donné des cours à des élèves qui ont des niveaux en yoga largement supérieurs aux miens. Voilà, alors j'espère que dans cette vidéo, j'ai réussi à être assez claire sur les 3 points qui sont pour moi essentiels à déterminer votre niveau en yoga. Évidemment, ce sont des niveaux qui vous sont personnels, qui évoluent. Sachez aussi que ce niveau intermédiaire dont j'ai parlé principalement pendant cette vidéo peut varier d'une journée sur l'autre. Il y a des jours où vous allez être fatigué et n'aurez pas forcément les capacités physiques de faire certains asanas. Vous allez aussi peut-être un jour être en retraite de yoga avec un groupe
qui va vous suivre et vous allez avoir un lifestyle totalement yogi pendant plusieurs jours et en rentrant chez vous, vous allez avoir un mariage avec du champagne, de la viande et plein de choses et du coup vous serez un peu moins yogi. Le plus important c'est de ne pas être trop dur sur vous-même et de ne pas vous donner d'objectifs en fonction du niveau que vous voulez atteindre. Essayez juste d'analyser votre style de vie, savoir ce que le yoga peut vous apporter personnellement et aller dans cette direction plutôt que vous dire je suis à niveau intermédiaire ou avancé. Petit aparté aussi pour toutes les personnes d'entre vous qui me regardent et qui se considèrent comme yogis débutants, mais qui ont déjà été à au moins un cours, sachez que vous n'êtes plus débutant. Si vous savez ce que c'est qu'une salutation au soleil, si vous avez déjà entendu parler d'au moins un style de respiration en yoga, et d'être capable de suivre un cours sans paniquer parce que vous ne comprenez rien de ce qui se passe, c'est que déjà vous êtes dans le niveau intermédiaire. Pour la suite des événements dans le Yoga Talk, je suis preneuse de tous les sujets que vous voulez aborder. Si vous avez des questions particulières sur la pratique du yoga, sur le lifestyle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou même m'envoyer un message sur Instagram à Yoga by Marine. En attendant, je vous fais plein de bisous et j'espère à très bientôt.